Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui fait débat et qui fait beaucoup parler. Il s'appelle La fabrication du désastre. C'est le deuxième livre en 2024 de Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique Bonjour Michel Xavier Azalbert. et bienvenue sur ce plateau pour parler de ce livre. Alors, vous en avez parlé hier chez André Berkoff sur Sud Radio et on va rentrer dans le vif du sujet parce que votre vidéo n'est pas allée sur YouTube et un des vrais sujets dans la fabrication du désastre, c'est le rôle de l'arme fatale qui sont les médias. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce cadre. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on a eu un entretien très libre avec André Berkoff, qui est un des derniers journalistes à faire réellement son travail, c'est-à-dire, comme il le dit, avoir question à tout. Après, les réponses, elles se discutent, mais au moins, il crée un espace de débat où toutes les thématiques qui comptent réellement peuvent être apportées, débattues, discutées, analysées. Et en l'occurrence, il semble qu'il y ait certains sujets qui aient dû apparaître trop sensibles à Sud Radio. Alors, je ne sais pas si leur motivation est la crainte d'un blocage sur YouTube, ça peut arriver. Et à la limite, je peux comprendre qu'un média ait peur de voir sa chaîne bloquée pendant 7 jours, sachant que YouTube a des politiques parfaitement arbitraires. C'est-à-dire qu'il vous informe que vous avez violé les règles de la communauté, mais sans vous dire lesquelles, comment, pourquoi, et si vous faites recours, vous dites juste « je fais recours » et ils rendent une décision qui devient définitive. Donc je peux comprendre l'appréhension d'un groupe de presse de se voir bloqué. L'autre possibilité, c'est qu'étant donné que j'ai adressé de manière assez frontale le rôle du gouvernement français actuellement dans le fait finalement de détruire le pays et de brader les intérêts à d'autres intérêts supérieurs, peut-être qu'il y avait aussi un enjeu politique. Alors, double enjeu. Donc, on rappelle quand même, vous êtes anthropologue, vous avez un passé, vous étiez dans les médias mainstream. Aujourd'hui, vous vous retrouvez sur votre propre chaîne à devoir expliquer avec une audience qui vous suit et qui est fervent de vos émissions. Je tenais à ce qu'on adresse vraiment ce problème numéro un parce que c'est le nerf de la guerre. On a l'impression que quand on a une information importante, eh bien, sur les médias mainstream, on n'en parle pas et on en parle donc sur les médias alternatifs. Et quand on a une information qui n'est pas importante, eh bien, on en parle dans les médias mainstream. Alors, je vais prendre un exemple. Quand on est à l'hôtel, on a la petite étiquette avec marqué « Do not disturb », et donc ne pas déranger quand on est occupé. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression que on ne doit pas déranger les journalistes de médias mainstream avec une information importante. Ursula von der Leyen qui se fait attaquer au pénal, et puis il y en a d'autres. Anthony Fauci qui passe aux États-Unis devant le Sénat. C'est des informations on va dire somme toute importante, et de l'autre côté, des petites informations, on va en parler, quand on remet le prix honoris causa à Ursula von der Leyen à l'Université de Toulouse, eh bien, l'AFP en parle. Donc, c'est do not disturb dans certains cas, et puis dérangez-nous avec des informations grand public, des informations people. C'est un peu ce que vous ressentez quand vous faites cette analyse avec Sud Radio? Oui, complètement. Il y a un problème longitudinal qu'on commence quand même à pouvoir apprécier depuis notre point de vue contemporain. C'est le fait, Julian Assange l'a dit depuis longtemps, toutes les guerres qui ont été déclenchées par l'Occident depuis 50 ans l'ont été grâce au travail de propagande des médias et que les médias n'ont pas informé honnêtement la population des enjeux. Si ça avait été le cas, les opinions publiques se seraient opposées aux différentes guerres. Donc il y a un problème longitudinal qui est que les médias depuis longtemps ne sont plus honnêtes et intègres et au fond, ne cherche pas à informer la population de ce qui se passe, mais cherche à faire croire à la population certaines choses pour justifier des politiques. Ça, c'est le fond du problème. Maintenant, en ce qui me concerne en tant qu'expert en santé publique, c'est vrai qu'à l'occasion de la crise Covid, j'ai eu 2 surprises majeures. La première, ça a été de voir qu'on faisait n'importe quoi, c'est-à-dire que tout ce qui était prévu dans les plans pandémie était mis en échec. On imposait des mesures destructrices, inutiles et dommageables en prétendant qu'il fallait absolument les imposer. Donc, première surprise. Et pourquoi ce retournement de situation? Tout ce qui était prévu en 2019 n'était plus vrai en 2020 sans que la science ait changé. Donc ça, si vous avez pour 2 grains de bon sens, vous posez des questions. Et puis l'autre élément, c'est que je viens quand même d'un milieu intellectuel, j'ai beaucoup enseigné dans les universités, on nous a toujours dit que tout devait pouvoir être questionné. Donc s'il y a eu cette aberration sanitaire, qu'est-ce qui fait que ni les universitaires, ni les médias, ni les politiques n'ont posé la moindre question? Au lieu d'ouvrir un débat en disant « vous nous dites qu'il faut faire ça, les plans disent le contraire, justifiez-nous votre position », au lieu que des partis politiques disent « le gouvernement nous affirme que nous sommes en guerre, mettre en guerre contre un virus, c'est absurde, justifiez-vous », il y a eu cette omerta qui est tombée avec un système de censure extrêmement violent. Et donc, on a commencé à faire passer toute opinion contraire à celle
du gouvernement et de la doxa dominante comme étant dangereuse, pernicieuse, sournoise, de la désinformation. Donc tout ce qui est allé contre l'argument d'autorité, oui, on va dire. Hein. Ce n'est plus un argument de vérité, c'est un argument d'autorité. C'est donc la vérité de l'autorité, celle-là est acceptable. Oui, et d'autant plus qu'elle est complètement illogique. Elle est complètement illogique, elle est contradictoire. Et quand on regarde la manière dont c'est fait, parce que c'est ce que je montre dans le livre, c'est que tout ça a été organisé de longue date, pensé, construit et mis en œuvre. Dans la deuxième partie. Mais par exemple, quand on nous dit il faut absolument confiner parce que c'est le seul moyen de tasser la courbe, ok, c'est contraire à tout ce qu'on sait. Et ça fait des décennies qu'on sait qu'il faut surtout pas faire ça. Et puis, à un moment donné, Olivier Véran, qui est vraiment comment dirais-je, un artiste du mensonge, lui, c'est vraiment un virtuose. C'est plus la société du spectacle, c'est l'art du mensonge. Oui, absolument. À un moment donné, il vient expliquer sur les plateaux télé, mais vous savez, si la grippe disparaît au printemps, ça n'est pas parce que le virus s'atténue, c'est parce qu'on se déconfine et qu'on ouvre les fenêtres. Et ça, c'est une information vraie. C'est-à-dire que quand on confine, ça aggrave les épidémies, c'est pour ça qu'on recommande de pas le faire, et quand on déconfine, au contraire, ça fait baisser les épidémies. Donc, à la fois, ils disent une chose, il faut confiner parce que ça arrête l'épidémie, il dit le contraire, et le résultat de tel système, c'est que les gens ne savent plus à quel sens se vouer, ils savent plus comment mettre ensemble ces deux informations qui sont irréconciliables, qui sont contradictoires, et donc ça provoque ces phénomènes de figement de la pensée, où les gens finalement renoncent à penser, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux, et bien sûr que la responsabilité des responsables politiques, mais aussi sanitaires, c'est au contraire de dire les choses d'une manière claire pour que les gens puissent bien les comprendre, et puis les challenger ou poser des questions au besoin. Donc non, on est entré dans des stratégies de propagande et d'ingénierie sociale qu'on a fait passer pour de l'information, tout en faisant croire que la vraie information que nous essayons de ramener était de la désinformation et de la propagande. Mais bon, reprenons juste un petit exemple, parce que celui-là, il vaut quand même son pesant d'or. Vous avez parlé donc de Bruno Le Maire sur Sud Radio. Il y a aussi Marc Toiti qui était passé, je crois, soit le même jour, soit la veille, en expliquant qu'il était outré par la sortie de Bruno Le Maire qui avait dit « J'ai sauvé l'économie alors qu'on a augmenté la dette de 1000 milliards ». Ça paraît tellement contre-intuitif que plus on devient dépendant, et plus on a sauvé l'économie. Donc c'est une forme... Si ces gens qui gouvernent pensent comme ça, là, il y a un réel problème de compétence ou un problème de prise de conscience de ce qu'ils font pour vous? Alors d'abord, je respire un grand coup, parce que c'est un sujet qui me met énormément en colère. Énormément. Pourquoi? Parce que avec d'autres, j'ai tout vu arriver et j'ai su que ces mesures, alors de nouveau, je le rappelle souvent, la Suède qui n'a appliqué aucune des mesures débiles, excusez mon français, qu'on a appliquées ici, déjà a eu des bien meilleurs résultats face à l'épidémie. Bah oui, il fallait surtout pas appliquer ces mesures, mais en plus n'a pas détruit son économie. Donc moi, quand j'ai vu les mesures être implémentées, j'ai tout de suite dit, mais attention, on va générer une casse sociale et économique majeure et en visant les forces de l'économie réelle. C'est-à-dire que les gens qui vraiment bossent de jour en jour, les gens qui vraiment de jour en jour produisent de la richesse et la partagent avec les autres, donc les commerces, les restaurants, les petites et moyennes entreprises, les auto-entrepreneurs, les artisans, le patrimoine industriel de la France, tout ça, on est en train de le dévaster sans aucune justification, tout en faisant croire que c'est absolument essentiel. Donc quand en plus, 3 années plus tard, ayant mis la France au bord du gouffre, Bruno Le Maire va dire « Mais vous savez, j'ai sauvé la France », moi ça me fait grimper au mur. Parce qu'on est dans ce modèle qui a été très bien résumé par un monsieur qui s'appelle Fred Stalder, c'est en fait vraiment un modèle mais fou furieux qui consiste à dire « D'abord, on fait croire qu'une hécatombe apocalyptique va arriver », avec des modèles qui ne tiennent absolument pas la route. Ensuite, on fait n'importe quoi et on casse tout. Et après, on dit, ah bah vous voyez, on a bien fait de tout casser, sinon il y aurait eu une hécatombe. Donc, on est vraiment dans quelque chose de fou furieux. Alors, pour répondre à votre autre question, à l'intérieur de cette question, je crois pas qu'ils y croient. Je crois que ce sont des gens qui sont tellement décomplexés dans le mensonge et la truanderie, vraiment au sens premier, qu'ils se croient tout autorisés et que tout ce qu'ils racontent a vocation à être plus fort que la réalité. Donc à partir du moment où il dit « j'ai sauvé la France », alors oui, il y croit probablement en partie, mais c'est surtout qu'il est persuadé qu'il n'a pas de compte à rendre et que le réel n'importe pas. Et malheureusement, c'est devenu le paradigme actuel du gouvernement français et des gouvernements en général en Occident, mais qui, comment dirais-je, les personnes qui les composent n'ont pas été portées au pouvoir par hasard.
Donc un mensonge appelant un autre mensonge, parce qu'il faut bien sûr couvrir le premier mensonge. On est dans la dérive du mensonge. Alors oui, ça c'est une partie, c'est la fuite en avant. J'analyse 3 hypothèses dans le livre. La première, c'est que le désastre qu'on a vécu et qui a été entièrement fabriqué, si on avait géré l'épidémie de manière normale, on laisse les médecins traitants soigner avec les médicaments dont ils disposent, on laisse la société vivre le plus naturellement possible, il n'y aurait pas eu d'épidémie visible. Rien, zéro. Il ne se serait rien passé de tout ce qu'on a connu. Ça a été fabriqué. Maintenant, les 3 hypothèses. La première, c'est qu'ils sont tellement bêtes et tellement incompétents que, voilà, ils ne savent que produire du désastre. Et aujourd'hui, il suffit de voir comment la ville de Paris est gérée pour se rendre compte que les politiciens produisent du désastre en permanence. Deuxième hypothèse, c'est que c'est une opération lucrative à hauteur de près de 150 milliards de dollars et que l'industrie pharmaceutique qui a phagocyté et infiltré toutes les instances de surveillance à son avantage a juste fait un hold-up monstrueux sur les finances publiques. Vous en savez quelque chose, vous qui couvrez les plaintes contre Ursula von der Leyen. Puis la troisième hypothèse, parce que quand même ça se dit et que peut-être ces 2 hypothèses sont insuffisantes, c'est le fait que cela sert une confiscation globale du pouvoir des États au profit d'entités supranationales non élues qui disent très ouvertement qu'elles se considèrent beaucoup mieux placées que les États-nations et les populations pour décider de l'avenir du monde. Et donc on se retrouve en réalité dans une forme de coup d'État planétaire. Alors, le coup d'État planétaire, le coup d'État bien préparé, c'est le dernier chapitre de votre livre qui en compte 10. Quand on le lit, quand on prend chacun des chapitres, on a l'impression de regarder le scénario d'un James Bond chacun. Donc on a le vilain des médias, le vilain de l'industrie pharmaceutique, et ça pourrait former, on va dire, un scénario, mais en fin de compte, c'est bien du réel. Mmh. Alors, est-ce que quand vous l'écrivez et que vous dites c'est ce que j'ai écrit, c'est réel, vous y croyez ou bien est-ce que c'est juste un autre scénario? Alors je dirais moi-même, je suis anthropologue et j'ai par ailleurs une formation en théâtre et cinéma, donc effectivement la dramaturgie artistique ou collective, je dirais que c'est un peu mon fonds de commerce, donc j'ai envie de dire j'ai les bons instruments pour l'adresser. Et ce qui m'a fasciné dans l'affaire, alors effectivement, la première étape, ça a été de reconstituer, vu que on a en une semaine changé toutes les règles de gestion des épidémies, qu'en une semaine on a interdit tout débat. Tout débat. Il y a une première tribune de Rudi Reichstadt dans Le Monde disant Raoult est un complotiste en mars 2020. Donc d'emblée, il y a un rideau de fer qui est tombé, interdisant la liberté d'expression et d'opinion, pour le dire comme ça, et tous les médias mainstream qui ont joué le jeu. Donc je me suis demandé comment est-ce qu'il est possible qu'un moment de renversement pareil de toutes les valeurs et de tous les usages puisse se produire. Et donc j'ai retracé les 20 ans de préparation, et notamment avec des exercices, des répétitions générales réunissant Bill Gates, Anthony Fauci, l'OMS, enfin bon, Bill tous Gates, les suspects habituels. Tous les suspects habituels. Et avec cette idée, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que la population accepte de se faire confiner à demeure, qu'on bloque tout en attendant l'antidote, c'est-à-dire le vaccin. Ce qui déjà est absurde sur le plan sanitaire et médical, mais ils ont ajouté à cela d'année en année le fait de dire mais il y a des gens qui vont protester en disant que c'est pas ça qu'il faut faire, ils vont répandre de la désinformation et comment est-ce qu'on sécurise à la fois tout l'univers médiatique et l'univers des réseaux sociaux pour empêcher que cela ne vienne contrarier le plan. Et donc tout était prêt. En février 2020, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc ça a été la première recherche, si vous voulez. Et puis la deuxième, ça a été, comme vous le soulignez, la nature de l'opération. Et il faut savoir que les compréhensions et les procédés d'ingénierie sociale sont beaucoup plus avancés que l'image qu'on en a. Et le complot type, parce qu'alors, il y a un complot monstrueux, c'est pour ça que l'étiquette de complotiste a été autant utilisée, et Anthony Fauci tout seul a fait au moins 15 conspirations différentes au long du Covid. Donc c'est pas un complot, c'est des complots. C'est une multitude de conspirations, mais la conspiration classique, c'est je me mets d'accord avec des gens, et puis on veut surtout pas que ça se sache, et puis on le cache, et puis on fait croire que c'est autre chose. On est aujourd'hui à une étape beaucoup plus avancée et qui repose bien sûr sur la psychologie sociale et les neurosciences, c'est ce que j'appelle le motif caché en pleine lumière. C'est-à-dire qu'ils disent ouvertement tout ce qu'ils ont à l'esprit et tout ce qu'ils veulent faire. Bill Gates, qui n'en a absolument pas les compétences, dit « je veux diriger la santé mondiale ». Il y est arrivé. Yuval Harari dit « c'est génial le Covid, parce que ça a permis
de faire accepter l'idée qu'il faille renoncer à ses droits au profit d'une cause plus grande. Donc, on a planté le jalon et on va pouvoir utiliser ça pour l'urgence climatique, pour la guerre, pour le bioterrorisme. Donc, vous voyez, ils disent ouvertement, Rockefeller disait très ouvertement, un petit groupe de financiers et de politiques de haut niveau sont beaucoup mieux placés que les populations et donc nous devons faire en sorte que les populations ne puissent plus décider librement de leur destin, mais que ça soit nous qui décidions pour elles. Donc, ils le disent. Mais nous, quand on fait un arrêt sur image en disant « Mais attendez, vous avez entendu ce qu'ils ont dit ?» On se fait traiter de complotiste. Et donc, c'est cet extraordinaire motif de cacher en pleine lumière. Et effectivement, merci de le souligner, avec un casting absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on voit des sales types, excusez mon français, comme le Chypre, ou celui qui a toujours l'écharpe rouge, là, Barbier, ou... Claude, non, pas Claude Barbier. Ouais, enfin bon, on voit le même. Ou Habib Meyer maintenant pour les histoires israéliennes, dont on voit que c'est pas des gens ni sympathiques ni honnêtes, c'est vraiment des gens qui banalisent les pensées les plus outrancières, ou BHL. Pourquoi est-ce que ces gens sont à demeure sur les chaînes de télévision? Parce qu'en fait, ils incarnent des personnages dans un film grandeur nature, et ce qui est très frappant dans l'affaire, c'est qu'au fond, c'est comme si des personnages de fiction étaient sortis de l'écran. Klaus Schwab, c'est l'archétype du sale nazi qui est à la tête de la pieuvre et qui veut dominer le monde. Donc, si vous voulez cacher ce que vous êtes en train de faire, vous mettez un gentil... Ernst Blofeld dans James Bond. Exactement. Il manque que le monocle, je crois. Zelensky, c'est un comique obscène, troupier, à moitié camé. Et tout d'un coup, il devient président de l'Ukraine, il incarne la résistance à la dictature. Et il a invité à la pièce de théâtre aujourd'hui l'anniversaire du débarquement. Alors qu'il cautionne tout le nazisme ukrainien, qu'il est corrompu jusqu'à l'os. Et donc on voit comme ça que tous ces différents personnages, tout d'un coup, sont dans la réalité ce qu'on peut envisager dans un James Bond ou une mauvaise série. Donc le Truman Show est devenu la réalité, si on peut dire. Autre exemple, je suis tombé récemment sur un petit extrait d'Antoine Decaune à Canal+, avec José Garcia déguisé en femme et qui joue la séduction avec la caméra. Quand vous prenez la drag queen qui va porter le flambeau olympique, c'est José Garcia de l'époque qui vient dans la réalité en disant « je suis fier de qui je suis ». Donc on est dans un espèce de théâtre halluciné. Donc les acteurs sont sortis du film, ils deviennent le réel, et les gens qui sont comme vous dans le réel, comme Christian Perron, comme le professeur Raoult, comme toute une série de personnes qui sont remplis du bon sens et qui essayent justement de mettre la lumière, eh bien, eux, on les met au placard, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais c'est typique des lanceurs d'alerte. Vous connaissez bien le monde des entreprises. On dit qu'il faut favoriser le fait de lancer des alertes. Mais la réalité, c'est quand il y a un lanceur d'alerte n'importe où, il devient la focalisation de l'agressivité collective. Et il ne vous aura pas échappé, vous en avez aussi été la cible, le fait qu'il y a quelque chose, là encore, en termes d'ingénierie sociale, qui a été très soigneusement prévu pour que d'emblée, on nous traite de tous les noms possibles et imaginables. Les vieilles étiquettes. Oui, les pelés, les galeux, les extrémistes, les complotistes, etc. Donc, non, tout ça a été très organisé et mis en œuvre de main de maître. Et pour les gens, effectivement, qui, vous en avez cité quelques-uns, avons été lucides depuis le début, ce qui est terrible, c'est qu'on est un peu dans la position de Cassandre, vous savez, dans la mythologie grecque. C'est-à-dire qu'on voit le désastre arriver. Dernier en date, votre président vous prépare un grand sacrifice, à part la guerre et verser son sang, je vois pas ce qu'il y a de plus grand sacrifice. Donc on voit ce truc arriver. Bruno Le Maire, c'est peut-être donner son argent, enfin. Ouais. Et puis quand on veut camoufler un désastre comme celui qu'ils ont produit, la guerre, c'est toujours l'arme ultime. Donc on voit ce désastre arriver, on voit les gens ne pas voir, on essaye d'alerter de toutes les manières possibles et imaginables, et on est confronté à notre impuissance fondamentale. La seule chose qu'on peut faire, c'est chercher à agir de notre mieux, de la manière la plus intègre et honnête, pour pallier le fait que ceux qui devraient agir et réagir ne le font plus, et puis après s'en remettre à la providence ou entrer dans l'espace de la prière pour espérer qu'un autre devenir soit possible que celui qu'il nous réserve, parce qu'il n'est pas joli. Alors, quand on lit votre livre et quand on lit le rapport de l'OPSCT qui est sorti, donc ce rapport qui est encore un rapport provisoire. Donc, c'est un rapport provisoire d'un rapport provisoire qui était sorti en juin 2022. Ils ont mis 2 ans pour produire un nouveau scénario, c'est-à-dire une inversion de premier modèle, avec de l'argent public. On les voit écrire une espèce de torchon propagandiste. Oui. Je l'appelle comme ça et je vais prendre mes risques et je vais prendre mes responsabilités. Et quand on lit votre livre,
qui est fait de manière indépendante, qui est fait avec de l'argent privé, on a l'impression de lire un véritable rapport. Donc, est-ce que l'inversion va jusqu'au point où on va instrumentaliser l'argent public pour produire la justification de ses propres actions? Donc, a posteriori, on va réécrire l'histoire pour évaluer ses jugements. On va même jusqu'à instrumentaliser les agences qui sont là pour évaluer les choix technologiques. Oui, absolument. Et ça, c'est un autre des motifs transversaux. Hein. Prenons par exemple un exemple conjoint, mais aujourd'hui, les gens, quand ils veulent se renseigner sur quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir sur Google et sur Wikipédia. Ou Bing. Oui. Wikipédia, on sait que c'est une officine de la CIA et que tout ce qui est, alors sauf sur les mœurs amoureuses des grenouilles, mais dès qu'il y a un enjeu politique, c'est réécrit pour précisément faire croire à la population certaines choses. Google, tous les algorithmes, et c'est très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de références que j'avais en tête et dont je n'avais pas gardé trace, donc je me suis dit, je vais aller essayer de les rechercher. Et sur Google, ce qu'on voit, c'est que toute la vraie bonne information, comme par exemple le fait que Fauci a cherché à couvrir l'origine artificielle du virus en corrompant des virologistes pour publier deux tribunes dans Lancet et Nature, ce qui est une information avérée, c'est vérifié, il y a blanchiment d'une fausse information. Oui, et quand vous allez sur Google, cette information a disparu par l'algorithme, donc vous retrouvez toutes celles, alors ils disent pas que c'est faux, mais ils disent on a des doutes, c'est probablement pas vrai, Fauci a dit autre chose, il se peut qu'il se soit trompé. Et tout ça sur des dizaines et des dizaines de résultats. Donc, si vous n'êtes pas informé en termes d'aller rechercher l'information, vous êtes juste le citoyen qui se dit, mais ce monsieur Michel, ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais voir sur Google. En fait, est captif d'un écosystème de désinformation. Parce que sur Google, en fait, avant, ils vous donnaient des dizaines et des dizaines de pages de résultats. Aujourd'hui, on vous présente les résultats qui sont dans votre intérêt général, en fonction de vos préférences, de vos cookies qui ont été faits. Donc, quelque part, on vous a déjà tellement profilé qu'on est capable de sélectionner les informations et peut-être que vous auriez à la même question, une réponse différente de si je la posais moi-même. Exactement, exactement. Non, c'est absolument fascinant. Et après, alors vous le soulignez à juste titre, ça veut dire que même les instances officielles qui sont censées être indépendantes, qui surtout sont censées être au service de la population, sont elles aussi complètement captives de cette ingénierie sociale. Et là, en l'occurrence, ce rapport est un pur scandale. Alors Vincent Pavant l'a résumé aussi avec un sens de la synthèse. C'est que, au fond, c'est une truanderie qui dit le vaccin sauve des vies. Il y a tant de personnes en France, donc ça a sauvé tant de vies. Mais la prémisse de départ, le supposé de départ, c'est qu'il sauve des vies. Actuellement, ce qu'on est surtout en train de voir, c'est qu'il y a une très forte surmortalité non expliquée dans tous les pays où on a beaucoup injecté. Ça vient de sortir en Angleterre, même dans la presse mainstream. Oui, le Télégraphe a sorti hier un article, ou avant-hier un article en disant qu'il faudrait qu'on se pose des questions, notamment avec la vaccination. Exactement. Donc on commence à se poser des questions dans le milieu anglo-saxon. C'est plutôt, on commence à ne plus pouvoir nier la gravité des faits, mais c'est tard, vous voyez. Et on évoquait le rôle de la presse. Alors j'ai aussi rappelé cet exemple chez André Berkoff, parce qu'il est tellement frappant. Vous voyez, le Figaro, il y a quelques jours, a publié un article disant « Ah, au fait, il se trouve que on vient d'apprendre qu'en avril 2022, un accord de paix était peut-être trouvé entre la Russie et l'Ukraine. Ils s'étaient mis d'accord et en fait, c'est l'OTAN qui, en voyant Boris Johnson, a fait capoter l'accord avec des centaines de milliers d'Ukrainiens envoyés se faire tuer par la suite. Mais bon sang, cette information, nous, ça fait 1 année et demie qu'on l'a révélée. Même peut-être plus encore. Même peut-être plus encore. Les discussions étaient publiques en... Donc vous voyez le Figaro qui se réclame dans ses publicités d'avoir 500 journalistes. Bravo, filez-nous 500 journalistes, je trouvais qu'on va faire un taf autrement meilleur qu'eux. Mais tout d'un coup, ils osent dire « Ah, au fait, il y a une nouvelle qui peut peut-être vous intéresser ». Non mais c'est juste inimaginable, alors moi j'appelle ça la prostitution, parce que je crois que c'est vraiment ce que c'est au sens intrinsèque du milieu journalistique. Alors de nouveau, ça ne veut certainement pas dire que tous les journalistes soient individuellement malhonnêtes, mais que l'écosystème n'est plus du tout au service de quelque chose d'intègre et du droit de la population de connaître, mais uniquement de faire avaler des couleuvres à répétition à la population. Ça a été vrai autour de la crise Covid, c'est vrai aujourd'hui autour d'autres enjeux majeurs, et il est urgent que les gens s'éveillent à cette réalité. Une fois qu'on a la clé de lecture, c'est très simple. S'il y a ça dans les médias, c'est qu'ils veuillent qu'on croie ça. Ok,
Ça aide à voir clairement à travers le monde. Mais c'est très très grave, parce que c'est vraiment une violation non seulement de la déontologie et de l'éthique du métier, mais aussi de la responsabilité vis-à-vis de la collectivité. On a ça en Suisse, où on a, vous savez, un système de démocratie semi-directe. Ça veut dire que les gens votent régulièrement sur un ensemble d'objets. Mais si vous désinformez massivement la population par voie de presse et de positionnement politique, comment voulez-vous que les gens y voient clair et votent conformément à leur intérêt réel? Donc là, on a un poison pour la démocratie, et je cite Corinne Lalo, que vous avez déjà invité, une femme remarquable, qui dit « Sans les médias, rien de tout ce désastre n'aurait été possible ». Donc c'est vraiment quand même la pierre angulaire, c'est l'arme de guerre du système. Alors cette arme de guerre, elle ne peut pas fonctionner sans les politiques, parce qu'on dit très souvent qu'il y a des portes tournantes, enfin il y a des je t'aime moi non plus entre les politiques et les médias, de la même manière on dit dans l'industrie pharmaceutique qu'il y a des portes tournantes avec les régulateurs. Donc en fait, cet entre-soi, ce système, cette capture de ces systèmes, est-ce que maintenant on a capturé à peu près toutes les cases de l'échiquier? Ah oui, oui, vraiment. Là, en tout cas, en France, c'est frappant, et en Suisse également. Ce qui est évidemment à mettre en rapport, c'est la perte de confiance dans les médias. Donc, quand aujourd'hui, il n'y a plus que 27% des Français qui font confiance aux médias, bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore 27% qui n'ont pas compris. Mais enfin, ça signale quand même que dans ce que Michel Maffezoli appelle la sagesse populaire, les gens ne sont pas dupes. Mais c'est quand même ces médias qui continuent à se faire subventionner à la louche. Mais là encore, je rends hommage à François, et vous me connaissez, je suis pas dans la flatterie, mais quand j'ai fait tout mon travail de recherche documentaire, j'ai vu que vous aviez traité la quasi-totalité des questions qui se posaient, et vous êtes les seuls à avoir fait ça en France, à cette échelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que donner à François ou à Jean-Dominique Michel TV le 10e ou le 100e des budgets qu'ils attribuent à des truands de l'information pour désinformer la population, on fait un travail remarquable. C'est certain que si jamais on prend le pipe des cabinets de conseil comme McKinsey et qu'on l'utilise pour faire du bien, ou d'autres cabinets, eh bien, on peut restaurer l'équilibre assez rapidement. Donc, en fait, la situation, elle est catastrophique, elle est dramatique, c'est un désastre, comme vous le dites, mais on voit bien que si jamais on prenait toute cette énergie-là, qui est là pour couvrir des mensonges, pour couvrir des manquements, pour couvrir des erreurs, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait certaines erreurs, hein, et tout le monde peut en faire. On pourrait être optimiste en se disant, si on arrive à changer le courant et à le mettre comme ça, c'est-à-dire à mettre ces outils au service du bien plutôt qu'au service du mal, on pourrait arriver à récupérer le vol assez rapidement, d'après vous? Mais je crois, et je vous remercie de le souligner, parce que évidemment, comme tout le monde, je suis par exemple très inquiet de la place de plus en plus grande que prennent tous ces systèmes, par exemple de paiement numérique, parce que c'est clair que dans un système qui aspire à un contrôle total et au fait de pouvoir abuser les gens et les contraindre par ces outils, c'est terrifiant. Mais si on prend les mêmes outils appliqués de manière intègre, où on veille à ne pas garder les informations, parce que les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, vous voyez ce que je veux dire? Les mêmes outils pourraient être effectivement appliqués à un modèle de société tout à fait chouette, avec beaucoup de facilité. Et en l'occurrence, en France, je le dis aussi dans le livre, il faut bien nous rendre compte, parce que certaines personnes ont peur d'un coup d'État, mais il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu, c'est-à-dire que dès lors que la justice ne fait plus son travail, et en France, elle ne fait plus son travail, Maître Brouzard a révélé que les procureurs avaient reçu des ordres de ne pas instruire les cas de plainte à cause de la politique Covid. Les tribunaux ont reçu des ordres directement du vice-président du Conseil d'État. Un avocat a témoigné que dans 2 cas pour les soignants suspendus, il a reçu dans 2 tribunaux de juridiction éloignés de 300 km la même réponse à la virgule près. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de justice, et quand il n'y a plus de justice, l'article 26 des droits de l'homme le reconnaît, ça veut dire qu'il n'y a plus de constitution, et quand il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de gouvernement, donc le coup d'État a déjà eu lieu, et donc ce que vous dites en même temps est vrai, il suffirait de restaurer ce qui est prévu et de le faire vivre d'une manière honnête pour que tout d'un coup on soit sorti du cauchemar. Le problème, c'est que la plupart des gens sont trop curarisés aujourd'hui, ils sont vraiment sidérés, figés, paralysés. Et puis que ceux qui sont à la gouverne semblent entraînés dans une course folle vers l'abîme, et ça, alors en revanche, c'est très inquiétant. Alors, est-ce que ce ne sont pas eux qui ont peur, justement, et qui continuent à se protéger parce qu'ils ont peur?
Oui, bien sûr, vous avez raison de le dire. Et vous savez que vous comme moi avons pris certains risques, hein, et parfois les gens me demandent mais est-ce que vous n'avez pas peur des conséquences, etc. Mais non, je n'ai pas peur parce que c'est trop important. Je peux pas me permettre le luxe d'avoir peur. C'est comme quand vous êtes dans, je sais pas, un sport de l'extrême, quand vous êtes au sommet d'une montagne en train de devoir faire très attention à une traversée, vous n'avez pas commencé à vous dire mais peut-être que je vais avoir peur, il y a du vide. Non, vous faites ce qu'il y a à faire. Et moi, je trouve que dans cette absence de peur, on a au fond quelque chose qui nous soustrait complètement à l'emprise qu'ils cherchent à avoir sur nous. Et vous avez raison, les profils assez psychopathologiquement délirants qui correspondent à ceux qui nous gouvernent sont des gens qui sont dans une forme de terreur intérieure. C'est pour ça qu'ils ont besoin de semer la terreur autour d'eux. Et on est en réalité dans une forme de terrorisme d'État. Ils terrorisent en permanence la population pour obtenir d'elle ce que la population ne donnerait jamais si elle n'était pas plongée dans cet état. Et ce terrorisme d'État se traduit au travers de lois de plus en plus liberticides ou perçues par des gens comme vous et moi comme étant des lois liberticides. Parce que quelque part, on n'en a pas vraiment besoin si jamais on vit dans une société qui n'est pas la société du spectacle, mais qui est dans le monde du réel, parce que en général, le réel frappe très vite à notre porte. Bien sûr. Et c'est là où nous aussi, on reste en permanence dans l'ouverture au débat. Moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, n'importe quand, pour autant que le cadre soit loyal. Mais pourquoi? Parce que je ne redoute aucun argument. C'est pour ça aussi qu'on ne m'oppose jamais aucun argument à ce que j'amende. On me dit que je suis complotiste, que je suis ceci, cela, mais on n'aborde jamais la matière. Mais sur la matière, venez me chercher. Je suis serein comme tout. Parce que, en fait, au cœur de ma démarche, il y a aussi cette réalité que j'aurais aimé me tromper. Si j'avais découvert que les mesures qu'on nous a imposées étaient absolument nécessaires, que les injections étaient sûres et efficaces, que Bruno Le Maire a sauvé l'économie, mais j'en serais le premier soulagé. Vous croyez que ça m'amuse de voir tout ça en face dans son côté effrayant? Non, je préférerais croire l'inverse comme tout le monde, sauf que je n'ai aucun élément, je suis un expert donc je sais, je suis capable d'analyser les faits, je n'ai aucun élément dans les données et les faits qui me permettent d'y croire. Mais je serais le premier soulagé si cela avait été possible. Maintenant, au bout de 4 ans, effectivement, j'ai envie de dire, le retour en arrière est très peu probable. On ne peut jamais. Donc vous seriez soulagé si jamais vous vous trompiez quelque part. Oui, bien sûr. Mais ça, je crois que c'est la position de base du chercheur et du scientifique. Même si j'ai trouvé une théorie géniale qu'on va appeler la théorie Michel, puis qu'un jour, un contradicteur vient me dire « Non, mais ça, regardez, ça marche pas du tout, j'ai des expériences qui le montrent », le vrai chercheur, il est ravi. Il est soulagé même, quelque part. Il se dit « C'est génial, ça va faire évoluer encore plus la connaissance, j'aurais proposé un jalon, mais cette théorie ne m'appartient pas. Et ce qui compte, c'est l'intelligence collective que nous pouvons avoir autour des choses. C'est pas le fait qu'une théorie porte mon nom. » Mais est-ce que, quelque part, c'est pas le rôle de tout enfant, puisque un enfant, pour apprendre à marcher, il se lève une première fois, il se casse la figure, puis un jour, il apprend. Donc, en fait, peut-être que tous ces gens qui nous gouvernent ne se sont pas assez cassés la figure quand ils étaient enfants. Ou peut-être qu'ils n'ont pas été assez accompagnés dans le bonheur de découvrir et le fait que se casser la figure en fait partie et que ce sont... Moi, je crois vraiment qu'il y a un vide. Vous savez, quelqu'un qui a un sain amour de soi, pas narcissique, mais un sain respect et de la réelle bienveillance pour lui-même, ne va jamais être intéressé à avoir du pouvoir sur les autres. C'est un exemple que je cite souvent, mais vous savez que j'ai montré après Robert Kennedy comment Fauci a été un tortionnaire. Il a fait faire des expériences médicales fatales sur des enfants des orphelinats. Et quand les enfants se débattaient, on les attachait pour pouvoir injecter les médicaments par des sondes gastriques. Donc on voit le profil de psychopathe sadique qui malheureusement habite un certain nombre de gens. Mais Xavier, si demain je vous disais, je vous livre votre voisin ligoté et vous pouvez faire de lui ce que vous voulez, y compris le tuer et le faire souffrir à mort, est-ce que vous allez saisir l'opportunité que je vous présente ou est-ce que vous allez frémir d'horreur en disant « mais de quoi me parlez-vous? C'est monstrueux, comment est-ce qu'on peut même imaginer une chose pareille ?» Et là, on est dans cette situation où, par un jeu systémique et par une orchestration d'un projet très totalitaire, des gens ont été placés aux commandes dans les différents pays qui, eux, diraient « mais volontiers ». Alors que le système de valeurs devrait exclure complètement cette situation-là. Exactement. Et ça, c'est pour ça qu'on en arrive à avoir des gens qui ont commencé à se méfier de leurs voisins parce que ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'avaient pas de passe sanitaire ou pas vaccinés, parce que grosso modo, on se méfie de tout le monde parce qu'ils pourraient extraire quelque part et nous pousser dans une situation complexe. Le mauvais côté du politique, c'est l'art de désigner l'ennemi.
Et une fois qu'on désigne des ennemis et qu'on dit aux gens, mais vous savez, ce sont nos ennemis, ben ça ouvre la porte à la délation, à l'exclusion, à la stigmatisation. Et au fond, merci pour votre remarque, elle est très fine. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation, bon, déjà où nos institutions ne fonctionnent plus, mais où, au fond, il faudrait élire au pouvoir des gens qui ne veulent absolument pas le pouvoir. Parce que c'est l'antidote absolu à cette absence totale de scrupules. Ça devient un devoir et plus un droit. Exactement. À l'époque, il y avait la foi, il y avait des valeurs morales, il y avait des codes de conduite, des codes d'honneur qui faisaient que même si les gens avaient de l'appétit, mais voyez, même pour nous référer à un passé récent, et Dieu sait si on a le droit de les critiquer, mais si vous mettez d'un côté Giscard, Mitterrand et Chirac avec toutes leurs zones d'ombre et toutes leurs truanderies respectives, et puis des gens comme Macron, von der Leyen ou d'autres leaders occidentaux actuels, on est dans une échelle complètement différente. Et il y a malheureusement dans ce deuxième groupe quelque chose de totalement débridé dans la fureur guerrière, dans la volonté de détruire, dans l'orgueil totalitaire, et c'est très très préoccupant. Je reste confiant quant à la puissance qui existe en réalité du côté des gens à qui ce monde-là fait horreur. Mais on se sent très impuissant à l'heure actuelle. Ça, c'était une des questions que j'avais dans des lecteurs, c'est parce que, du moins quelqu'un qui a lu votre premier livre, quand je prépare mes interviews, je demande toujours, voilà, est-ce que vous l'avez lu, quelles seraient les questions? Et justement, il me faisait cette observation en se disant, quand on lit vos livres, il y a une telle analyse, il y a une telle profondeur que comment peut-on mieux se préparer, comment peut-on mieux anticiper, comment peut-on sortir, on va dire, de ce désastre et est-ce qu'on doit y en sortir ou bien est-ce qu'il faut continuer à accepter? Alors je crois que c'est un mélange des deux, parce que, comment dirais-je, quand un mouvement collectif a une telle ampleur que celui qui est en cours, alors qui de nouveau n'est pas spontané, c'est le rouleau compresseur là. Il est nourri, il y a un projet globalo-fasciste mondialisé, pour le dire comme ça. Je rappelle souvent cette phrase de Mussolini, mais elle est tellement essentielle. Qu'est-ce que le fascisme? Mussolini, c'est quand même l'autorité en la matière. Il a un doctorat honoris causa de l'université de Lausanne, aujourd'hui encore. Il disait, le fascisme, c'est la fusion des grandes entreprises et de l'État. C'est exactement ce dans quoi nous sommes. Donc il y a un projet, il y a des moyens, il y a une dynamique. Et quand on est dans le déferlement de ça, l'inertie est telle qu'on peut pas l'arrêter. Donc là, on est dans l'acceptation que cela ne nous dissuade pas de continuer à agir. Et voyez que Xavier, vous et moi et tant d'autres, 4 ans après, nous sommes encore en train d'agir et je crois pas qu'on se soit découragé en cours de route. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre élément, c'est que malheureusement, alors moi je suis pas un activiste, c'est pour ça que souvent les gens me disent mais que devrions-nous faire? C'est pas mon domaine. Moi, c'est l'analyse et la compréhension. Mais en dehors de ça, on est des bobets. Parce que le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Il suffirait que nous disions non demain et tout s'arrête. Actuellement, c'est intéressant de voir autour de la situation à Gaza comment beaucoup d'entreprises américaines sont en train de boire des bouillons, McDonald's, Starbucks, parce qu'il y a un tel boycott à travers le monde et dans les pays arabes qu'ils sont en train de perdre des revenus par dizaines de milliards. Et ça, croyez-moi, ils comprennent très vite. Donc, je crois qu'il faut effectivement que nous faisions usage aussi de la puissance de nos choix de consommation, de nos choix de résistance active ou passive à beaucoup d'endroits sans nous mettre en danger, parce qu'en face, ils sont prêts à trucider et à violenter tous les manifestants possibles et imaginables, mais que finalement, on aurait sans doute beaucoup plus de moyens que ce qu'on imagine. Peut-être que je vais réfléchir à un 3e livre qui serait de rassembler tous les moyens d'action. Parce qu'au fond, nous, on est aussi une génération très désaguerrie. Mmh. Nos grands-parents ou nos parents ont lutté dans la résistance, mais nous, on a vécu, on a grandi dans les 30 glorieuses avec une certaine facilité. Donc, quand tout d'un coup, il faut se battre, à part aller gueuler entre nation et république, on ne sait pas très bien quoi faire. Ou demander à son voisin d'aller le faire à sa place, quoi. Oui, exactement. Est-ce que tu peux couper la haie ou est-ce que tu peux couper la tête du voisin? Voilà. C'est intéressant quand vous parlez de ce pouvoir de dire non, de ce devoir de dire non. Moi, je me souviens que dans mes années de consultant, on m'a appris avant tout à dire non. Parce que en fait, c'est très facile de dire oui. Et oui. Et on a oublié, en fin de compte, que dire non, ça peut faire partie des options, que ce n'est pas négatif, justement, le non. D'ailleurs, quand on a une inversion du vocabulaire, le non aujourd'hui, c'est le oui. Peut-être la vie, et le oui, c'est peut-être le non, ou c'est peut-être l'acceptation de la peur. En tout cas, savoir se réapproprier les éléments de langage et le faire à bon usage, bien sûr. Parce que dire non à tout, c'est être régressif, probablement. Mais en tout cas, on a l'impression que si on dit non à tout,
partout aujourd'hui, on est complotiste, on est non au progrès, on est extrémiste. Oui. Alors vous savez, on a aussi nos guignols en Suisse, l'équivalent des Tristan Mendès France et Rudi Reichstadt, et un d'entre eux vient de faire une prise de position intéressante. Il dit « Tout n'est pas faux dans le complotisme, virgule, mais le problème, c'est qu'ils partent du principe que la corruption est généralisée et que tout ce qui nous est dit est faux. » Et en fait, c'est intéressant parce que ça montre bien que c'est une question d'échelle. La raison pour laquelle on passe par ce qu'on appelle en Suisse un Neinsager, celui qui dit non à tout, c'est juste que la corruption est généralisée. Mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Donc, ils se disent, non, mais eux, ils exagèrent en généralisant des choses qui sont, et l'industrie pharmaceutique se défend toujours en faisant ça, ils disent, oui, il y a des moutons noirs. C'est vrai que des fois, il y a des choses, mais dans l'ensemble, ça va bien. Or, et je crois que je le documente avec tous les outils dont je dispose, puisque la corruption est systémique, aujourd'hui, elle est généralisée, elle a envahi et pollué l'ensemble du champ, et donc notre position est une position de non par rapport à cette réalité, mais ça n'est pas une position de non par rapport au fond. Et vous savez, réfléchissant à ce profil très pathologique, je me dis, qui constitue quand même à peu près 4% de la population, d'après les recherches en psychologie. Si on évacuait, si ces gens n'existaient pas ou n'avaient pas le pouvoir de prendre le pouvoir, et que finalement, tout soit géré par des gens relativement honnêtes et de bonne composition, mais cette terre serait un paradis, ici et maintenant. Parce que l'immense majorité des gens sont bien intentionnés. Fondamentalement. L'immense majorité des gens, dès qu'ils ont une saine aisance, vont pas vouloir plus et plus et plus et plus. Si je vous donne 1 milliard d'euros, Xavier, est-ce que vous en voudrez 100? Mais jamais de la vie. Au contraire, vous vous demanderez avec votre milliard ce que vous pouvez faire de bien pour que beaucoup d'autres gens qui sont dans des situations difficiles vivent mieux. Donc en fait, je crois aussi qu'on est collectivement... Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils en ont 1 milliard, comment ils peuvent avoir le deuxième? Bah alors peut-être, mais ça c'est déjà l'indice d'une pathologie. Et ce que je veux dire, c'est que au fond, de nouveau, avec la vie telle qu'elle existe et nos sociétés telles qu'elles sont construites, si on enlevait les intentions perverses et l'avidité pathologique et la soif de pouvoir délirante, on aurait déjà de quoi créer un jardin. Et c'est peut-être ce moment de l'évolution de nos sociétés où, à travers toutes ces horreurs qui sont en train de se passer, ce motif-là arrive au plein jour, et peut-être que c'est la prochaine génération qui, intrinsèquement, me semble beaucoup plus saine intérieurement. Elle n'a pas envie de perdre sa vie à la gagner, elle n'a pas envie de sacrifier sa vie pour des réussites, ceci, cela, autre chose, dans l'ensemble, et là encore faire attention aux généralités, qui à un moment donné va remettre les pendules à l'heure et en disant, bah attendez, le monde que vous nous proposez, c'est un monde de fous, c'est un monde de merde. Ça c'est sûr. Donc en fait, si on part d'un postulat que ça va bien aujourd'hui, alors que on devrait partir du postulat que ça va mal et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, tandis que là on se dit ça va bien et en fin de compte ça ne peut pas aller pire. On a sauvé l'économie française en la coulant complètement et en... Ça, c'est... Bah ouais. Alors, quand on parle de la collusion entre les politiques et les entreprises, on a l'impression qu'il y a une forme de monopole, plusieurs monopoles qui sont là. Il y en a un qui, moi, m'a toujours frappé, c'est le monopole de la consommation, de l'hyperconsommation à l'américaine, et le deuxième, c'est le monopole du dollar. C'est-à-dire que l'euro, le rouble, le yuan sont des monnaies qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes, mais le dollar est toujours dans une situation monopolistique. Et les Américains n'ont jamais remis en cause cet élément-là, ce postulat de base, qui est qu'ils ont ce monopole et ils se le gardent. Et donc, par définition, ils divisent le reste du monde. Donc, est-ce qu'on n'a pas des solutions qui sont assez simples? C'est de se dire, à un moment ou à un autre, on a mis de la concurrence en place dans les réseaux d'électricité, sur le train, et en fait cette concurrence ne nous a pas servi puisqu'on a payé plus cher, donc on voit bien l'effet néfaste, mais c'est parce qu'on n'a pas traité le premier problème. Donc on est constamment en train de déplacer le problème. Oui. Mais merci, effectivement, c'est un motif très important. Alors c'est aussi pour ça que les BRICS sont en train de créer leur propre monnaie de transaction. Mais pourquoi est-ce que les Américains sont de manière forcenés dans le fait de préserver le dollar dans cette position? C'est que le jour où ça n'est plus le cas, ils s'effondrent. C'est la fin de leur empire. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour protéger ce dollar quelque part. Ben oui.
Un mécanisme de protection. Un mécanisme de protection. Et après, il y a tout le système militaro-industriel qui génère des guerres en permanence parce que c'est la menace et la guerre qui permet de figer le système et de faire croire que le camp du bien est de notre côté. Mais le complexe militaro-industriel, c'est quand même pour protéger aussi le dollar. En fait, c'est pour protéger cette forteresse qu'il ne faut jamais, en fait, cette Fed américaine. Et tout est bon pour diviser ailleurs. Réfléchissons, combien de guerres la Russie et la Chine réunies ont-elles déclenchées au cours des 50 dernières années? Et voilà, on a la réponse. Donc, bien sûr. Et puis, l'autre élément, merci de le rappeler aussi, parce que j'entends beaucoup de gens, et vous savez, moi, je suis anarchiste, donc je ne prends parti pour rien. Je ne suis ni pour, ni contre rien. Et j'entends beaucoup de gens critiquer le capitalisme en disant c'est le néolibéralisme qui nous a conduits dans la position à laquelle on est, mais c'est totalement faux. Et je suis pas capitaliste ou pro-libéral. Mais pourquoi? Parce que la libre entreprise, c'est un système, mais dans lequel on n'est pas du tout. Aujourd'hui, on est dans un capitalisme de connivence, avec en plus les immenses structures financières comme BlackRock qui sont capables de carrément coloniser non seulement le marché, mais aussi ce qui se passe dans les bourses. C'est Charles Gave qui disait ça. Il disait très justement qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement impossible pour les conseillers financiers et les investisseurs de régater face à BlackRock, étant donné la voilure et le fait qu'ils aient une position si dominante, qu'en fait, BlackRock est en train de soviétiser l'univers des bourses en faisant quelque chose qui est totalement contraire au capitalisme, qui éteint toute concurrence. Et donc, on est en fait dans quelque chose qui est totalement différent, et je crois qu'il faut savoir lire de la bonne manière pour éviter de retomber dans ces clichés gauche contre droite. Et au fond, dans toute société, c'est un ensemble de collapsologues qui avaient écrit un très joli livre qui s'appelait « L'entraide, la deuxième loi de la jungle ». Parce que dans le modèle capitaliste classique, on considère que la compétition, c'est la loi naturelle et que plus la compétition est forte, plus les organismes et plus les écosystèmes sont sains. Et en fait, ça n'est pas vrai. La compétition est saine, et c'est même pour des médias comme nous, c'est très sain d'être en compétition avec d'autres médias, parce que ça nous stimule, c'est vivifiant. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'entraide. Dans les lois naturelles, entraide à l'intérieur des espèces, entraide entre espèces, on appelle ça des symbioses, entraide entre les groupes humains, et au fond, toute société a vocation à trouver un bon équilibre entre ces deux pôles, mais qui va aussi... Vous connaissez le différentiel qu'il existe dans les entreprises entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Il est passé d'un facteur 30 il y a 50 ou 60 ans à un facteur presque infini. Et donc là, on est dans des ruptures des équilibres organiques, anthropologiques, fondamentaux. Ça fait partie de la pathologie de ceux qui nous gouvernent. Et là encore, il faudrait revenir dans des systèmes raisonnables. Si quelqu'un qui est très motivé à faire passer sa vie professionnelle en avant, qui dispose d'énormément de compétences, finalement gagne 30 ou 50 000 euros par mois, ou allons 100 000 euros par mois parce qu'il est très très doué, là où le SMIC est à 1500, personne n'y voit aucun inconvénient. Mais quand, excusez mon français, un branleur qui n'a jamais rien fait de convaincant, qui va prendre que des décisions désastreuses comme Thierry Breton, et qui après va trouver un strapontin en or ailleurs et s'acheter un château alors qu'il est médiocre, qu'il n'a jamais rien démontré et que tout ce qu'il a eu dépendait uniquement du fait qu'il était docile au bon endroit au bon moment, là on est dans quelque chose de tellement choquant que ça vient de toute manière abîmer le contrat social. Abîmer ce contrat social, on l'entend souvent aujourd'hui quand on discute, les gens s'interrogent sur le mérite de ce contrat social. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui pour vous? Bonne question. Non, je crois qu'il est extraordinairement atomisé, mais que il se reconstitue dans. Alors évidemment, vous savez, je viens de la lignée intellectuelle de Michel Maffezoli, Gaston Bachelard, et Gilbert Durand. Donc je crois qu'il se vit dans les tribus. Et ce qui est très frappant, c'est que cette crise aussi a fait exploser tout un ensemble d'appartenances. On a perdu des amis, on s'est brouillé avec des gens, on a été rejeté, mais en même temps, on s'est retrouvé entre des gens ayant une sensibilité proche, là où on était un peu perdu dans le monde auparavant. Et je trouve qu'une des très belles et grandes forces de la résistance, entre guillemets, c'est précisément que beaucoup de gens bourrés de compétences, de bonne volonté, de valeurs saines, d'envie de bien faire, de formes d'humilité, se sont regroupés. Et ça, c'est des ferments d'évolution puissants, parce que si nous avions une certaine responsabilité de définir les choses, le fait d'exclure ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, de maltraiter les gens qu'on n'aime pas, ne nous viendrait même pas à l'esprit. Vous voyez, c'est toujours les mêmes logiques.
Et au fond, si le contrat social est très endommagé aujourd'hui, je pense que les aspirations profondes qui nous habitent en tant qu'êtres humains sont encore fortes. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, des communautés un peu stigmatisées en France, comme la communauté musulmane, sont gardiennes de valeurs que nous avons perdues. Le respect pour les personnes âgées, la protection des enfants. Vous voyez, pendant la crise Covid, je discutais avec des amis à Marseille sur le port du masque, etc. Et ils me disaient, mais c'est les musulmans qui sont en front, en disant, vous ne faites pas du mal à nos enfants. Donc, ce que je trouve de beau, c'est qu'on peut peut-être aspirer dans la recréation d'un nouveau contrat social au fait d'honorer ce que chaque communauté, chaque tribu, chaque groupe a de valeureux et d'admirable et d'honorable et que peut-être d'autres groupes ont perdu pour pouvoir reconstituer ensemble quelque chose qui soit très tolérant des diversités à l'intérieur, bien sûr, d'un pacte où on ne va pas appliquer la charia. On va admirer la manière dont les musulmans traitent les personnes âgées et les enfants, mais on ne va pas inviter la charia dans nos cités. Mais apprendre des uns et prendre ce qu'il y a de bon chez les uns et laisser ce qu'il y a de mauvais. Pour que le résultat soit meilleur pour tout le monde, parce que je ne crois pas que ça serait très sain non plus pour les populations musulmanes que la charia vienne en France. Eh bien, Jean-Dominique Michel, merci beaucoup pour cet entretien essentiel autour de votre livre, La fabrication du désastre. Ce qui m'a marqué, c'est que même si vous parlez de choses qui sont très sérieuses, qui sont même parfois noires, puisque vous parlez de mensonges, de trucage des données, de corruption systémique, de répression, de manipulation psychologique, sont des termes qui sont durs à entendre, durs à lire, mais en fait, quand on lit, on sort avec de l'espoir. Merci. Et j'invite tout le monde à le lire parce que je pense que cette prise de conscience, elle passe par comprendre. Donc l'autopsie, le premier livre, c'était l'autopsie. La fabrication, tout à l'heure, vous avez parlé d'un troisième livre. C'est un véritable challenge. Bon, il reste encore 6 mois en 2024 pour en écrire un autre. Ça va vous tenir occupé. 1000 sources aux éditions Résurgence. Les années Covid, crimes contre la démocratie et le déferlement totalitaire. C'est, à mon avis, un livre à lire pour l'été parce que ça permettra d'en discuter entre vous. Ça peut se lire d'un seul tenant ou comme ça peut se lire quand on se pose des questions sur une industrie en particulier. Et j'ai vraiment énormément apprécié ce livre qui est préfacé par Christian Perron avec une postface de Michel Mavezoli et de Hélène Stroll. Donc, comme vous l'avez dit, un maître à penser, quelqu'un avec qui vous partagez. Jean-Dominique Michel, le mot de la fin pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez dire aux lecteurs de France Soir? Merci. Ben, merci à vous, en tout cas, d'avoir pris le temps d'écrire ce livre, qui est pour moi vraiment essentiel dans cette crise. Merci à vous tous de nous suivre. On rappelle chez François, en mars 2020, par exemple, on avait écrit confinement général égale confusion totale. Et j'invite tout le monde à relire cet édito parce que tout en bas, il y avait écrit le prix à payer sera peut-être sans pareil. Et j'avais cité une phrase de Gide et je vous invite à la relire parce que on n'a jamais connu le véritable prix de la vie parce qu'on n'a jamais pris conscience du prix de la mort, du coût de la mort. Et aujourd'hui, je pense que petit à petit, c'est pas avoir peur de la mort qui est important, c'est ne pas avoir peur de la vie surtout et essayer de vivre parce que si on se préoccupe constamment de la mort, eh bien, on va jamais vivre. Donc, je vous invite à continuer à nous aider à vivre, à aider Jean-Dominique Michel sur sa chaîne, continuer à vivre parce que c'est grâce à vous. C'est vous qui nous donnez cette énergie, c'est vous qui nous donnez envie de continuer à vous informer de la manière la plus loyale possible et à très bientôt sur François. Merci beaucoup.